utiliser la méthode suivante. Elle est nommée CIRIS ou Système d'intégration des risques par interaction des scores. Dans sa démarche initiale, cette méthode, il faut en premier lieu donc choisir et sélectionner les critères jugés ayant un rôle important dans la définition d'un scénario, puis hiérarchiser ces différents critères et leur interaction synergique, et enfin définir des seuils pour chaque critère. En résumé donc, il faut définir un scénario. Pour nous, ce sera le scénario agronomique et le scénario énergétique. Pour chaque scénario, on va définir différents critères. Pour chaque critère, nous avons défini des seuils, et ces seuils seront regroupés en différentes modalités qui peuvent être favorables, intermédiaires ou défavorables. Et la méthode CIRIS, qui est un système, qui est une méthode hiérarchique, donc elle est uniquement basée sur le classement des critères. Il n'y a pas lieu de pondérer chaque critère, uniquement ce système d'inéquation entre les critères suffit. Et après, nous avons donc un système de déclassement par pénalisation, et troisièmement, un calcul de ces pénalisations ou des scores. Et notre tableau de scoring est tiré essentiellement des travaux de Pierre et Tal en 2005. Les résultats que nous avons obtenus pour cette partie, tout d'abord pour le scénario agronomique, deux critères ont été retenus. En premier lieu, il y a les éléments fertilisants, car si on apporte une matière organique au sol, on s'attend qu'elle comble les besoins nutritifs de la plante, et après seulement, donc, c'est mieux si elle peut entretenir la fertilité des sols. Et en critère numéro 2, nous avons la valeur abondante des matières organiques exogènes. Je vous ai parlé de seuils, et les différents seuils sont les suivants. Pour les éléments fertilisants, ils ont été définis sur la base des normes AFNOR sur les engrais et des amendements organiques. Pour les valeurs amendantes ou ISMO, ils ont été définis sur la base des travaux de Lazare-Mittal en 2009. Et les résultats, nous avons dans ce scénario agronomique donc deux critères avec 3 niveaux d'hiérarchisation, et de cela nous avons pu calculer des scores pour chaque matière, à savoir une matière qui obtient des scores de 0 à 1 est orientée vers, en tant qu'engrais organominéral, un score de 2 à 3 en tant qu'engrais organique, un score de 5 ou 7 en tant qu'amendement organique, et un score de 9. Les matières sont considérées comme des supports de culture. Pour la valorisation énergétique, nous avons retenu premièrement le critère de la siccité ou matière sèche, car ce critère est considéré comme le plus important du fait qu'elle conditionne la mise en combustion des matières, mais aussi le choix des procédés dans le cadre de la méthanisation. En second lieu, nous avons considéré le rapport C/N qui matérialise la disponibilité de l'azote pour les micro-organismes dans le cadre de leur valorisation en méthanisation. Et enfin, un troisième critère, l'énergie brute, qui entre en jeu dans la mise en combustion des matières organiques exogènes. Nous avons là 3 critères avec 2 niveaux d'hiérarchisation, et comme score, une matière qui obtient des scores de 0, 1 ou 3 est utilisée en temps valorisé en combustion, et des matières ayant des scores 5, 7 ou 9 sont valorisables en méthanisation,
un score de 12, ni combustion, ni méthanisation, mais je tiens à signaler que parmi toutes les matières que nous avons utilisées et étudiées, aucune n'a obtenu donc ce score de 12. Quant à la répartition des différentes matières suivant les scénarios de valorisation, nous, d'abord pour la valorisation agronomique, nous pouvons constater que une même catégorie de matières peut avoir des usages différents dans le cadre d'une valorisation énergétique. Par exemple, on constate que 5% des effluents de bovins peuvent être considérés comme engrais organo-minéral, une majorité en tant qu'engrais organique, un peu moins de 20% en tant qu'amendement organique et une partie en tant que support de culture. Quant à la valorisation énergétique, si on prend toujours l'exemple sur les fumiers de bovins, 40% d'entre eux peuvent être mis en incinération et 60% peuvent être méthanisés. À titre d'illustration, je prends exemple donc, sur un fumier de bovin de Madagascar et les déchets verts de la Réunion. Et les scores que nous avons obtenus coïncident bien avec l'usage actuel d'utilisation de ces matières, à savoir un fumier de bovin est bien utilisé en tant qu'engrais organique, mais nous pouvons dire aux paysans que leur fumier est également donc intéressant pour la production d'énergie via la méthanisation. Quant aux déchets verts de la Réunion, ce sont de bons amendements organiques après leur compostage et ils peuvent constituer également une bonne biomasse en tant que valorisation énergétique. Voilà, nous arrivons au terme de notre étude, mais avant de conclure, je vous invite à revenir aux questions qui ont surgi au début de nos travaux, à savoir le manque de référence sur la diversité des matières organiques exogènes et leur multi-usage, l'application de la SPIR à leur caractérisation, quel est leur devenir suite à un apport au sol, quelle est leur énergie brute, leur potentiel méthanogène et comment les classer pour orienter leur usage. Et enfin, revenir également à notre problématique qui était comment caractériser les matières organiques pour orienter judicieusement leur valorisation. Et nous pouvons dire que les travaux menés au cours de cette thèse est une première étude la première étude qui a traité à la fois de la diversité des matières et leur multi-usage en milieu tropical. Nous avons pu évaluer différents scénarios par la mise en place d'une méthode multicritère et il y a eu la SPIR qui nous a permis donc de prédire les différentes caractéristiques de ces matières organiques exogènes. La SPIR a été également acceptable pour prédire le devenir de ces matières au sol, mais également pour la prédiction de leur énergie brute et leur potentiel méthanogène. Et nous pouvons dire que la caractérisation des matières organiques exogènes par la SPIR permet une orientation judicieuse de leur réutilisation agronomique et ou énergétique. Quant à nos perspectives de recherche, nous envisageons donc la construction de matrices carrées qui intégrerait une large gamme de valeurs de référence et une diversité de spectres. Nous envisageons également de sélectionner des matières organiques à analyser à partir de leur spectre pour rendre nos modèles plus robustes, mais étudier également la faisabilité d'intégrer les différents impacts négatifs dans notre typologie et pourquoi pas mener une évaluation environnementale de ces matières organiques exogènes tropicales qui va tenir compte des coûts, des bénéfices liés à leur meilleure valorisation. Ainsi s'achève mon exposé.
Monsieur le Président, Messieurs et Madame les membres du jury, honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci Madame pour cet exposé. Donc vous avez à 3 minutes près tenu le cahier des charges, c'est pas mal, ça dit 48 minutes exactement, puisque vous êtes chronométré, donc bravo pour ça. Je vais passer la parole d'abord à Mme Garnier, qui est donc rapportrice, de votre mémoire, et ensuite compléter. Merci Monsieur le Président. Donc je te félicite pour ton exposé oral qui était très très clair. Donc c'est vrai que tu as repris seulement une partie de tes résultats et c'est vrai qu'en 45 minutes tu ne pouvais pas tout exposer, donc tu as fait le choix, tu as choisi de ne pas parler des aspects notamment négatifs. Voilà, mais ton exposé était très clair. Donc là je vais revenir plutôt sur le rapport et sur les... Voilà, sur mon jugement de la thèse plutôt au niveau écrit. Donc c'est vrai que vous avez fait le choix, au départ c'est vrai qu'il y avait par rapport au sujet, il y avait deux options possibles. Il y avait soit de se limiter au niveau des champs d'exploration par rapport aux matières organiques exogènes, à se limiter, à avoir peut-être 3 chapitres très aboutis. Ou bien avoir plein de chapitres. En fait, c'était la deuxième option que vous avez choisie, d'avoir, là vous avez 8 chapitres, où vous avez exploré plein de domaines de compétences différents, plein de champs différents. Et alors avec des articles, enfin avec des chapitres qui ne sont pas encore bien aboutis. Du coup, moi personnellement, je trouve que ce choix sur cette option 2 n'est pas mauvaise pour deux raisons. Parce que ça permet, enfin, quand on dit le document, c'est vraiment, ça forme un tout qui se tient, qui est très cohérent. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que ça t'a permis, toi, en tant que jeune chercheur, de te former à plein de domaines. Donc voilà, tu as eu à utiliser plein d'expérimentations qui sont très différentes, qui font appel à des champs de connaissances et de compétences très différents. Et puis aussi, tout ce qui est méthodes statistiques, mathématiques différentes. Donc là, je te félicite parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup un investissement qui doit être assez compliqué. Et tu as réussi à ça. Donc maintenant, alors, le danger de ça, le danger d'avoir choisi cette deuxième option, c'est quand même d'aboutir à une thèse où finalement tous les résultats ne sont pas encore bien exploités et bien discutés. Et donc maintenant, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail, ça veut dire qu'aujourd'hui tu passes ta thèse, voilà, il y a quelque chose qui s'est fini, mais il y a encore beaucoup de travail, et donc il va falloir que toi, on va compter sur toi, j'imagine, que tous tes co-encadrants, ils vont compter sur toi pour que tu sois le moteur. Et le but, c'est quand même d'arriver à écrire des articles, finir d'écrire des articles sur tous ces chapitres. Voilà, donc là, il va falloir les remobiliser, les harceler, être très, ne pas lâcher, quoi, pour pouvoir... parce que là, une thèse, finalement, peu de personnes vont la lire. Ce qui va être lu, c'est les articles. Et pour vraiment que tu fasses connaître à tout le monde tes travaux, il va falloir que tu aboutisses à des publications. Donc il y a encore plusieurs mois de travail. Voilà, donc je te souhaite bon courage pour tout ce travail qui te reste à faire. Voilà. Maintenant, j'ai pas mal de questions. Je vais commencer par la première question. C'est le titre, en fait, le titre de ta thèse. Alors, le titre de ta thèse... il y a le milieu tropical, voilà, le milieu tropical. Et donc là, dans le document, et même dans ton exposé oral, on ne sait pas très bien en quoi il y a une spécificité du milieu tropical. En quoi toutes les matières exogènes que tu as utilisées, c'est quoi leurs caractéristiques tropicales? Est-ce que c'est pareil en France métropolitaine, en Europe ou dans les milieux continentaux? Est-ce qu'on trouve les mêmes matières organiques exogènes? Ou bien est-ce que tu voulais parler plutôt des sols, par exemple, c'est quoi le milieu tropical dans ton travail? Tout d'abord, le milieu tropical
dans mon travail, je l'ai un peu évoqué, c'est dû donc à la zone géographique de prélèvement, mais également dans la thèse, nous avons quand même pu révéler certaines caractéristiques propres à ces matières organiques exogènes tropicales, et je peux présenter des diapos, notamment. Tu peux être un peu plus précise, sois un peu plus précise. Excusez-moi pour l'attente. Tout d'abord, on peut le constater si nous prenons à titre d'exemple l'indice de stabilité de la matière organique ISMO, qui à la base a été construite à partir de matières organiques exogènes françaises, métropolitaines françaises, et au cours de nos travaux, par le calcul de cet indice, nous avons donc superposé les différentes valeurs de cet indice ISMO dans les boîtes à moustaches qui ont été définies par l'étude de la CERN sur cet ISMO. Et vous pouvez voir, par exemple, pour les effluents d'origine animale sans litière, que nous avons des matières qui ne coïncident pas avec ceux de ces matières organiques métropolitaines françaises. Et ceux-ci, pour les effluents animaux, peuvent s'expliquer du fait de la conduite de l'élevage, de l'alimentation que l'on donne à ces animaux, donc pour produire des fumiers, et d'une part également, à titre d'exemple toujours, pour la dynamique de l'azote, la CERN a proposé une classification toujours de ces matières organiques métropolitaines françaises via cette classification. Et donc cette classification permet de catégoriser les matières en fonction de leur minéralisation, et en différentes classes. Pour la classe 5, il concerne donc les matières à minéralisation lente qui peuvent induire des risques d'immobilisation de l'azote. Et on a vu que si on utilisait cette classification de la CERN, 83% de nos matières ont une minéralisation lente et peuvent induire une immobilisation de l'azote, alors qu'en réalité, quand nous avons réellement effectué de telles mesures, il n'y a que 66% des matières qui ont ce type de comportement, à titre d'exemple. D'accord, ok. Donc ça veut dire que par exemple, vous pourriez modifier cette classification ou bien proposer une nouvelle classification? Oui. Apporter des améliorations à cette classification? Qu'est-ce que vous proposez? Oui, éventuellement, je n'ai pas eu le temps de tout refaire dans le cadre de ma thèse, mais ceci pourrait être envisageable parce qu'au fait, dû à la spécificité de ces matières tropicales, il y a donc des matières qui n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration de la typologie de Gwenaël Lasserre et qui doivent être prises en compte pour mieux appréhender nos matières organiques exogènes en milieu tropical. Ok.
Donc ma deuxième question, c'est sur le chapitre, je crois, le chapitre 3. Donc là, vous avez parlé d'une méthode d'extraction qui s'appelle Van Zeust. Et donc, voilà, globalement, est-ce qu'avec un Van Zeust, quand on connaît un Van Zeust, on peut en déduire et on peut prédire la minéralisation de la matière organique dans le sol? Je dirais oui, via le modèle Tao que je vous ai présenté tout à l'heure, qui permet de mettre en fonction, qui permet d'évaluer la taille des différents compartiments en fonction de la teneur en carbone, azote et de ses fractions biochimiques. Donc est-ce qu'on peut revenir justement sur cette diapositive numéro 24 de la thèse? Parce que voilà, il y a une relation entre les compartiments calculés avec la spire et mesurés. Voilà, alors là par exemple, taille, compartiment, mesuré. Mesuré comment? La taille des compartiments mesurés correspond ici à l'équation précédente. Excusez-moi, je reviens un peu dessus. C'est la première approche du modèle Tao, donc qui consiste à prédire la taille de ces compartiments labiles résistants et stables via les courbes de minéralisation. Donc on utilise des outils mathématiques pour pouvoir connaître ces différents coefficients PL, PR et PS. Donc c'est pas mesuré, c'est calculé. C'est ajusté, on va dire. Voilà, d'accord. Donc les deux, le X c'est calculé mais d'une autre manière et le Y c'est calculé d'une autre manière. C'est ça, hein? C'est bien ça, madame. Parce que c'est vrai que nous, quand on met en œuvre nos modèles de matière organique, ce dont on se rend compte, c'est que le Van Zeust, et notamment la fraction soluble Van Zeust, est très très hétérogène. On peut avoir la même quantité de solubles et avoir des caractéristiques de ces solubles. Parfois ils se dégradent très vite, parfois ils se dégradent très lentement. Et c'est fonction du produit. Donc ma question c'est comment avec tous vos outils, là j'ai du mal un peu à voir comment vous avez réussi à aller au-delà de ce problème où en final, parce que le but c'est quand même de pouvoir prédire la minéralisation du carbone et de l'azote sans lancer d'incubation, parce que lancer une incubation c'est quand même très beau, hein. Donc si on n'a que du Van Zeust et si on a un modèle, voilà, on peut avoir de la spire éventuellement. Est-ce que, donc, par exemple, ma question c'est est-ce que vous avez trouvé une bonne corrélation entre le soluble mesuré avec Van Zeust et la spire, par exemple? Pour les performances que j'ai eues pour les différentes fractions biochimiques, elles sont acceptables, notamment pour la prédiction du soluble, de la cellulose et de la lignine. Et ça c'est un peu étonnant parce qu'on peut s'attendre à ce que le spectre, pour une même quantité de soluble, que les spectres soient différents d'un produit à l'autre, puisqu'en fait cette matière qui est extractible qui est extractible au NDF, parce qu'il reste quand on a enlevé l'extractible au NDF, elle est vraiment très très hétérogène. Donc c'est très étonnant que le spectre, vraiment je vous conseille d'aller regarder de plus près ce spectre et de voir si vraiment vos corrélations sont... Enfin je sais pas, je suis très étonnée quand même là-dessus. Parce que donc le gros problème c'est quand même ce soluble qui est issu des déchets microbiens quand il y a du compostage par exemple ou de la digestion, il y a plein de déchets microbiens qui va apparaître dans ce soluble et qui est très très différent d'un produit à l'autre. Et donc je suis étonnée que le spectre soit en corrélation avec ce compartiment.
Donc avoir à creuser, mais c'est vraiment, je pense, le verrou actuel des modèles de matière organique du sol et la manière de pouvoir mesurer ces différentes fractions biochimiques. C'est cette fraction-là qui pose des problèmes au niveau expérimental et du coup qui empêche les modèles après de bien fonctionner. Donc avoir à bien discuter en tout cas dans les articles qui vont venir sur ce point-là qui est vraiment le point. Ensuite, oui, j'avais une autre question sur les propriétés qui sont responsables. Donc il y a les propriétés finalement, parce que c'est vrai qu'avec la spire, des fois on oublie d'aller, et c'est peut-être un peu un défaut de la thèse, à la fin de discuter de vraiment quelles sont les propriétés des matières organiques qui font qu'elles vont être des bonnes candidates à la minéralisation, à la libération d'azote, au stockage du carbone, et au pouvoir calorifique, à l'émission de méthane. Donc c'est quoi? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont les mêmes à la fois pour l'agronomie et à la fois pour la valorisation énergétique, et qui utiliseraient les mêmes propriétés de ces matières organiques? Et c'est quoi? Je peux vous donner à titre d'exemple toujours le rapport CSUREN qui indique la disponibilité de l'azote pour la matière organique. Elle est à la fois importante dans le cadre d'une valorisation énergétique, pour la méthanisation et pour la valorisation agronomique. On peut avoir des mêmes valeurs CSUREN et vraiment avoir de l'azote qui n'est pas du tout disponible et avoir de l'azote qui est disponible. Donc c'est quand même à prendre... Oui, je sais très bien que c'est à cette issue qu'on a défini l'ISMO pour pouvoir surmonter comment je vais qualifier ça, cette approche de la dynamique de l'azote par CSUREN. Et donc, est-ce que justement, parce que en fait, on ne sait pas trop quelles propriétés des matières organiques sont vraiment bonnes pour faire du CH4, pour faire de la minéralisation. Est-ce que des corrélations, ou utiliser par exemple, en utilisant la spire, utiliser des techniques de RMN, de pyrolyse, ne pourrait pas être une sorte d'intermédiaire pour dire voilà, on visualise bien avec ces techniques-là des groupements biochimiques qui sont vraiment importants, qu'on peut peut-être retrouver avec la spire et qui explique du coup quelle propriété de ces matières organiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si c'est déjà fait, je ne connais pas trop. Est-ce que déjà dans la littérature, des personnes ont essayé de corréler spectre RMN pyrolyse avec spectre spire? Est-ce que ça existe? À ma connaissance, non. Bon. Donc la dernière question, mais là c'est une question, j'ai un spécialiste à côté qui va continuer, mais juste, là où ça m'a posé des problèmes aussi, c'est que vous obtenez des corrélations donc, entre la spire et puis plein de sorties qui sont le N2O ou autre, en minéralisation. Donc vous avez des corrélations, vous avez obtenu des corrélations. Est-ce que c'est attaché à l'appareil que vous avez utilisé? Là vous avez travaillé avec Madagascar, La Réunion. Est-ce que vous avez utilisé le même appareil? Et comment vous avez géré tout ça? Parce que c'est toujours le même appareil, auquel cas il n'y a pas de problème. Et du coup, quand vous allez diffuser vos résultats dans le monde, les gens, ils ont tous leur appareil. Donc comment ça peut se régler, ça? Mais oui, je pense qu'on va y revenir parce que c'est très important et très compliqué, mais tu peux commencer voilà. Et bien, heureusement qu'il y a eu la spire, qui est une méthode portative, car justement, au cours de ma thèse, nous n'avions pas du tout réussi